Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite en République démocratique du Congo. À 3 mois du scrutin, la CENI publie la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. 21 candidats seront retenus pour ce scrutin. Après son deuxième mandat à la tête de la Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz n'entend pas changer la constitution. Annonce faite dans un discours très attendu suite aux législatives remportées largement par son parti. Et puis au Maroc, la filière viticole permet de porter haut les couleurs du royaume. Le secteur représente un vecteur de croissance pour le pays avec l'emploi de 20 000 personnes. Mais tout d'abord, l'intégration sous-régionale est en marche en zone CEMAC. La Guinée équatoriale signe un accord pour l'édition de son passeport biométrique. Un accord a été conclu entre les autorités équato-guinéennes et l'organisation sous-régionale. À travers la signature de cet accord, la Guinée équatoriale atteint ainsi l'un des objectifs essentiels pour la libre circulation des personnes et leurs biens dans la zone CEMAC. Elle permettra au pays de contrôler le flux migratoire de la sous-région. En République démocratique du Congo, 21 candidats sont retenus pour la présidentielle du 23 décembre prochain. La commission électorale nationale indépendante a rendu la liste définitive des candidats ce mercredi 19 septembre, une étape décisive qui lance par ailleurs un autre défi aux candidats, celui du financement de la campagne électorale. Les précisions de notre correspondant Jacques Amboka. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mercredi 19 septembre la liste définitive des candidats à la présidentielle et aux 2 législatives du 23 décembre. 21 candidats sont ainsi confirmés à la course pour la présidentielle. Avec la publication de la liste définitive, c'est une étape décisive du processus électoral qui est franchie. Un nouveau pas des géants vient ainsi d'être franchi et le chemin définitivement balisé en direction des élections du 23 décembre prochain. Dans un pays qui compte 26 provinces, il faudra aux candidats d'importants moyens pour assurer une bonne campagne électorale. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, un appel de fonds a déjà été lancé pour soutenir la candidature de son président, Félix Tshisekedi. C'est vrai que le volet financier est un volet très complexe pour nous tous, surtout pour nos partis politiques de l'opposition. Mais je crois que vous avez constaté que nous avons lancé une campagne de mobilisation de fonds depuis maintenant 2 semaines. Et nous allons accentuer cette opération-là de manière à toucher toutes nos cibles. Chacun des candidats à l'élection du président de la République a payé une caution non remboursable de 160 millions de francs congolais, équivalent de 100 000 $. Sur les 21 restés dans la course, très peu ont une assise et les moyens nécessaires pour assurer leur campagne. Beaucoup pourront donc abandonner au profit des autres faute de moyens, pense bon nombre d'observateurs. Personnellement, je ne toucherai pas à la Constitution. Il n'y aura donc pas de changement de Constitution en Mauritanie. C'est ce qu'a déclaré le président Mohamed Ould Abdelaziz lors d'un discours très attendu, appelé à se représenter alors que la loi l'en empêche. Le chef de l'État assure qu'il ne sera pas candidat en avril 2019. Ibrahima Djoumaba. Il avait annoncé plusieurs fois son intention de quitter le pouvoir au terme de son second mandat. Il l'a réaffirmé ce jeudi 20 septembre 2018 à la télévision nationale. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz n'a ni l'intention ni la volonté de modifier la loi suprême en vue de se représenter pour un 3e mandat. Personnellement, je ne toucherai pas à la Constitution. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises. Comme partout dans le monde, toute la Constitution, non pas seulement un article du texte fondamental, peut être changée. La Constitution mauritanienne prévoit un mandat présidentiel d'une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette sortie du président Abdelaziz intervient alors que certains de ses collaborateurs l'avaient appelé à se présenter pour un 3e mandat consécutif. Tous les observateurs prennent les déclarations du président
Moussa avec beaucoup de pincettes. Ils attendent de voir est-ce que réellement il a la volonté de ne pas se représenter ou pas. Ça dépend peut-être du contexte aujourd'hui sous-régional. Ça dépend aujourd'hui du contexte aussi national interne. Parce que de plus en plus, on remarque au sein de la Mauritanie, à l'intérieur, il y a des forces qui se mettent en place, qui se battent, qui ne veulent pas aujourd'hui que le président vienne la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport de force en interne n'a pas fait que le président ne veut pas franchir le Rubicon malgré le fait qu'il ait fait ces réformes, qu'il puisse être légalement aujourd'hui se présenter? Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé au pouvoir en 2008 par coup d'État. Il a été élu président de la République en juillet 2009, puis réélu en juin 2014. Son deuxième mandat prendra fin au mois d'avril 2019. 22 septembre 1960, 22 septembre 2018, le Mali a célébré ce samedi son 58e accession à la souveraineté internationale, occasion choisie pour le président nouvellement réélu, Ibrahim Boubacar Keïta, de prêter serment, une double célébration qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État du continent. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Barry, commenté par Azela Tchakonte. Le président Ibrahim Boubacar Keïta entame un second mandat à la tête du Mali. Le 22 septembre, date de l'indépendance de la République du Mali, est celle choisie pour l'investiture du président réélu. Un défilé militaire sur l'avenue du Mali et un discours d'investiture ont ponctué cette double célébration. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé ainsi le cap des 5 prochaines années, dont la priorité est la sécurité. Les priorités n'ont pas varié. Il s'agit avant tout pour nous de préserver l'unité nationale, de restaurer la cohésion sociale, de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire du Mali et d'avancer dans l'œuvre de reconstruction entreprise. À cet égard, il me semble indispensable de souligner une fois de plus l'importance que revêt pour nous, pour notre pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour mieux réussir son mandat, il s'engage à rassembler les Maliens, notamment son challenger du second tour, Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît toujours pas le verdict des urnes. J'aurais souhaité que ces résultats de la présidentielle soient acceptés par tous afin que nous puissions consacrer nos énergies et nos intelligences à surmonter les adversités qu'affronte notre pays. Mon vœu n'a pas été réalisé. Je le regrette profondément. Aux acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, aux animateurs de la société civile dont l'action participe à la consolidation de la démocratie, notre projet de société a jalousement préservé, je dis, toute ma disponibilité. Ma main reste tendue. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a aussi annoncé que 22% du budget national sera consacré à l'armée. Il faut aussi noter que cette célébration a connu la participation de 9 chefs d'État africains. Dans sa lutte pour protester contre un putsch constitutionnel, le Balai citoyen projette d'autres manifestations en Guinée. Ces séries de protestations commenceront à partir du lundi 24 septembre. Une rencontre citoyenne de sensibilisation sera organisée les 24 et 25 septembre dans les communes de Conakry, la capitale. Le 26, une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national. Et le 27 septembre, une marche dont le point de rencontre sera devant la Cour constitutionnelle. À noter que le mouvement Balai citoyen a écrit au président guinéen Alpha Condé pour solliciter son intervention dans cette crise qui secoue la Cour constitutionnelle. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. Le royaume fait partie de l'élite de la sommellerie internationale et fait rayonner son savoir-faire à l'échelle internationale, un secteur qui représente un vecteur de croissance pour le pays. Découverte avec Vinanoda. Avec 7000 hectares de vignes et une production de 50 millions de bouteilles par an, le Maroc est une terre de vin. La filière viticole marocaine représente un vecteur de croissance pour le pays avec l'emploi d'environ 20 000 personnes. Un atout qui servira à mettre en place l'offensive économique souhaitée par la diplomatie marocaine lors du premier séminaire des conseillers économiques des ambassades du Maroc ce 21 septembre 2018. Le véritable enjeu pour le Maroc est d'être attractif pour tous les investisseurs. Or, c'est à vous, conseillers économiques, de leur porter le label Maroc, de le leur vendre, de le promouvoir à leurs yeux et leur en expliquer ses avantages comparatifs vis-à-vis d'autres pays concurrents. Vous êtes, chacune et chacun, les porteurs de l'ambition économique de votre pays. N'attendez pas l'opportunité pour votre pays. Créez-la.
La filière viticole marocaine permet de porter haut les couleurs du Made in Maroc. C'est l'ambition que porte l'ASMA, l'association des sommeliers du Maroc. L'association a créé la première union de sommeliers d'Afrique, propulsant ainsi le Maroc au rang de l'élite de la sommellerie internationale qui compte pour l'heure une 50aine de pays. Seul frein, les interdits religieux. Il y a des éléments contradictoires que le pouvoir marocain tente de gérer. Les Marocains sont amateurs de vin. Ils le font discrètement chez eux et ou ailleurs dans des cercles fermés. La religion est devenue véritablement un outil de pression. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. La culture viticole dans le pays est actuellement en pleine mutation avec une diversité de production de vin. Le Maroc reste l'un des berceaux des dernières vignes sauvages. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.